Bonjour Richard. Bonjour Liselotte et bonjour à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Bonjour Monsieur Asselineau, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'UPR, l'Union populaire républicaine, que vous avez fondée en 2007. Vous êtes un homme politique français. Vous militez pour la sortie de l'Union européenne, mais aujourd'hui on va peut-être commencer d'abord par parler d'un sujet gravissime et mondial. Est-ce qu'à votre avis, Bayrou est mieux que Barnier ? Ah Oui, vous avez raison. Alors d'abord, merci de m'inviter. Ça, c'est gentil, je voulais le signaler. Puis j'en profite pour souhaiter, même si c'est un petit peu avec retard, tous mes voeux pour la nouvelle année aux auditeurs de votre radio qui fait un travail quand même remarquable, puisque Merci beaucoup. vous faites partie de ces gens qui sauvent un peu la démocratie en France, puisque nos médias mainstream, comme on dit, sont de plus en plus verrouillés. Alors vous avez raison, effectivement, de ramener à juste proportion la situation de la France par rapport à ce qui se passe dans le monde. Voilà, la situation dans le monde évolue à toute allure. Les déclarations de Donald Trump se succèdent à un rythme effréné quotidien, avec du bien, du moins bien, des choses qui sont parfois bien vues, d'autres qui sont, à mon avis, un peu fantasques. Mais en tout cas, il est ce que les Américains appellent ce nom de ce qu'on appelle en américain a game changer, c'est-à-dire quelqu'un qui est en train de changer complètement le jeu, de changer complètement la donne. Alors face à ça, face à ces évolutions, on voit que ça commence à bouger en Europe sur toute une série de dossiers, notamment plus que des dossiers économiques, sociétaux, etc. C'est plus généralement une conception même de l'action politique qui est en train d'apparaître, puisque Donald Trump, avec ses qualités et ses défauts, il est en train de faire une formidable leçon de ce que c'est que la politique. Voilà, c'est-à-dire il prend des décisions. Nous, ça fait avec Macron depuis bientôt 8 ans que l'on a eu ce que j'appelle une espèce de politique votive ou bien une politique incantatoire, ou alors que j'appelle aussi, c'est une espèce de Léon Zitrone du désastre. C'est-à-dire qu'on a des ministres qui se succèdent, qui expliquent que tout va mal, mais que tout est sous contrôle. C'était le ministre de l'Industrie qui disait ça il y a quelques semaines. Voilà, il y avait 60 000 entreprises qui allaient fermer, mais le gouvernement est au courant. On est rassuré. Le gouvernement a le bon chiffre. Voilà, on est rassuré. Voilà. Alors effectivement, Bayrou. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ce qui est assez singulier dans cette histoire, c'est que Bayrou va probablement sauver sa peau, du moins aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui qu'il y a les premiers votes de la motion de censure afférent au budget, puisqu'il a déposé un article 49, alinéa 3. Enfin, il a déposé. il a recours. Il a actionné l'article 49, alinéa 3 de la Constitution qui permet l'adoption d'un projet de loi sans vote si le gouvernement n'est pas censuré. Il l'a actionné à la fois pour le budget de l'État et pour le budget de la sécurité sociale. Et les votes, donc il y a une motion de censure déposée par la France Insoumise, comme vous le savez, et qui ne va pas être votée par le Parti socialiste. Voilà, donc c'est la grande affaire du moment. Le Parti socialiste, en fait, a dit qu'il allait proposer une motion de censure ensuite, en vertu de l'article 49 alinéa 2. Enfin, vous voyez, c'est tout à fait byzantin comme système. Sous couvert du fait qu'il... En fait, voilà ce que va faire le Parti socialiste. Vous allez comprendre cette espèce de truc incroyable. Il veut qu'il y ait un budget, donc, et il ne va pas censurer le gouvernement. Mais évidemment, ça fait très mauvais genre vis-à-vis des gens de gauche. Donc, parce que le budget, là, c'est presque pire que Barnier, en fait. Mais en revanche, il va déposer ensuite une motion de censure, probablement pour rebondir sur le propos que la gauche juge scandaleux, alors que ce n'est que lorsque Bayrou a parlé d'un sentiment de subversion migratoire, de submersion migratoire à Mayotte. Parce que quand même, il faut vraiment n'avoir jamais mis les pieds à Mayotte pour s'étonner de se scandaliser d'un propos qui ne fait que décrire la situation telle qu'elle est vécue à Mayotte. Bref, donc la gauche, enfin le Parti socialiste va sans doute faire cette espèce de baroud d'honneur, mais en déposant une motion de censure ultérieure, et probablement dans cette motion de censure qui va dénoncer le Rassemblement national, en disant que c'est les propos ils censurent Bayrou parce il tient les mêmes propos que le Rassemblement national. Donc l'idée étant que le Rassemblement national ne pourra pas voter cette motion de censure puisqu'ils seront traînés dans la boue. Et donc le Parti socialiste, vous voyez la subtilité du truc,
il va déposer une motion de censure ultérieure pour dire qu'il censure le gouvernement, mais en étant sûr que cette motion de censure ne sera pas adoptée, puisque justement, il n'y aura pas le PRN qui la votera. Voilà. Alors on est là, on est dans cette situation, et au même moment, enfin, c'est un martyrologe, hein, enfin, la situation de la France. Hein. Tous les jours apporte un nouveau désastre. Là, on apprend que jamais il y a eu autant de SDF. Hein. Je crois que c'est quelque chose comme 315 000 personnes. Et rappelons que c'était une des promesses du président Macron en 2017 de faire en sorte qu'il n'y ait plus un seul Français dans la rue. Voilà. Donc Macron avait dit qu'il n'y aurait plus un seul Français dans la rue. En fait, il n'y en a jamais eu autant. Et c'est comme ça dans tous les domaines d'activité. Alors moi, j'ai une question à poser. Qu'est-ce qu'attendent les députés prétendus d'opposition pour lancer la destitution de Macron ? Voilà. Sans compter le ridicule qu'il jette sur la France dans tous les domaines, notamment au niveau international dont vous parliez, par toutes ces actions intempestives et puis par cette fameuse affaire là, dont tout le monde parle et qu'on n'a pas le droit d'évoquer, qui est l'affaire Brigitte Macron. Moi, je vois qu'il y a des milliers, des centaines de milliers de personnes en France qui écoutent une journaliste américaine. Et jusqu'à quand va durer cette affaire ? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui se passe ? Comment se fait-il qu'à l'Élysée, on n'ait pas pris les mesures nécessaires pour répondre à ces questions et arrêter cette polémique dans l'œuf ? C'est quoi le problème, en fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. En attendant, je peux vous dire que dans le monde entier, les gens ricanent. Hein. Vous imaginez, vu d'Afrique, vu du Moyen-Orient, les débats qu'il y a en ce moment en France, c'est une catastrophe. Hein. Alors, vous avez raison, les débats français sont une catastrophe. Repartons sur les États-Unis. Vous dites, à juste titre, que Donald Trump est en train de changer les règles du jeu, mais d'un autre côté, quand on regarde son America First, son Make America Great Again, on n'a pas l'impression que ce soit vraiment très différent de tous les présidents américains qui l'ont précédé. Même Biden, avec sa loi sur la réduction de l'inflation, avait déjà proclamé un certain isolationnisme économique, avait déjà fait en sorte qu'une partie des capitaux européens se dirigent vers les États-Unis. Est-ce que Trump a véritablement mis en place une nouvelle politique économique ou conduit-il celle de ses prédécesseurs ? Je pense c'est une bonne question que vous posez. Il y a dans ce que fait Trump un aspect de politique intérieure. Il tient à montrer à son électorat que les choses ont radicalement changé. Donc il a effectivement, ça donne le tournis, comme je le disais tout à l'heure, c'est un rythme extravagant, c'est tous les jours, il y a du nouveau. Et il mélange dedans des mesures de nature économique avec des mesures de nature internationale. Vous avez vu, cette nuit, on apprend qu'il veut pour prendre la propriété, take the ownership de la bande de Gaza, qui veut, ça devient, si j'ai bien compris, un territoire américain. Enfin, c'est des trucs complètement hallucinants. Il veut transférer la population de Gaza en Égypte et puis en Jordanie sans avoir demandé l'avis des pays en question, mais il doit imaginer que tout n'est que rapport de force. Donc, que ce soit en matière de politique économique ou en matière internationale, il est dans le rapport de force, dans une politique qui n'est pas la politique contemplative de nos dirigeants en France, et une espèce de politique plaintive comme on a en France. Lui, c'est une politique qui est une politique ostentatoire et qui provoque un choc. Alors là-dedans, il y aura à boire et à manger. Il y aura des choses qui, à mon avis, ne dureront pas. Et puis, comme vous l'avez dit, il y en a qui s'inscrivent parfaitement dans la suite de ce qui a été décidé. Et il faut absolument que les Français comprennent que... Moi, j'ai été de ceux qui se sont réjouis de la victoire de Donald Trump par rapport à Kamala Harris, parce que Kamala Harris était partie pour nous envoyer dans une guerre frontale avec la Russie. Il y avait quand même un risque de troisième guerre mondiale. Je pense que Trump, quoique vous voyez que il avait dit qu'il réglerait le problème en 24 heures, ça n'a pas l'air de prendre ce chemin. Enfin, quand même, on voit bien qu'il a quand même coupé les vivres, par exemple, en Ukraine, de toutes les organisations américaines, les ONG américaines, avec de l'argent public. Donc, il a coupé les vivres. Et on apprend aujourd'hui qu'il pousse Zelensky. Zelensky a dit qu'il voulait négocier avec Poutine. C'est effectivement nouveau. C'est nouveau. C'est parce que, justement, il n'a plus l'argent. Voilà. Donc, ça veut dire que derrière, Donald Trump est en train d'imposer la paix. Reste à savoir si Poutine acceptera de négocier avec Zelensky. Il a déjà dit que non.
au motif que Zelensky est un dictateur qui n'a été élu par personne. Ce qui est tout à fait juste, d'ailleurs. Parce que quoi qu'on puisse dire des élections en Russie, il y a quand même eu des élections en Russie. Le calendrier constitutionnel est respecté, alors que Zelensky a fait annuler toutes les élections. Et donc, Poutine a dit qu'il voulait bien négocier avec le président de la Douma ukrainienne, du Parlement ukrainien. Enfin, bref. Donc, voilà, Trump est quand même en train de faire bouger les choses. Mais par exemple, sur ce qui concerne les relations transatlantiques, Trump n'est pas du tout un ami de la France, ni des économies européennes. Quand il dit « Make America Great Again », c'est-à-dire pour de nouveau rendre sa grandeur à l'Amérique, il prend des mesures nouvelles, comme par exemple ce qui est en train de prendre Elon Musk. C'est un carnage qu'il est en train de faire dans l'USAID. Et je pense que c'est quelque chose... L'USAID, c'est tout le système de subventions états-unien. Dans le monde entier. Donc là, ils sont en train de prendre... Vous savez, Elon Musk, il a racheté Twitter, X, comme vous le savez. Il s'est vanté, c'est un entrepreneur à l'américaine, il s'est vanté d'avoir licencié 80% du personnel et que le truc marche aussi bien qu'avant. Sinon mieux, d'ailleurs. Donc, il a c'est le département dont il a hérité, le DOGE, pour améliorer la compétitivité de l'État. On ne sait pas où ça va aller parce qu'on voit ici ou là des petits éléments, des petites déclarations. Par exemple, Trump a été obligé de dire hier que c'était lui qui décidait et que Elon Musk ne prendrait aucune décision sans qu'il ait l'aval du président. Donc vous voyez quand même... parce qu'Elon Musk c'est un peu un chien fou, c'est quelqu'un qui peut prendre des décisions comme ça, mais enfin en attendant, il est en train de démanteler une grande partie de l'aide américaine dans le monde entier, et paraît-il, il découvre tous les jours, ils mettent sur la table des scandales inimaginables. Bon. Ou une gabegie. Oui, c'est ça. Une gabegie, des détournements de fonds, des choses comme ça qui sont... Et forcément que cet exemple va percoler, parce que nous sommes malheureusement des colonies mentales. On est mentalement colonisés par les États-Unis d'Amérique, et forcément que ceci va percoler en France. Donc forcément, d'ailleurs, je le vois partout, il y a énormément de gens qui disent qu'il faut arrêter de donner des milliards d'euros. La France n'a plus les moyens de donner des milliards d'euros à toute une série de pays en voie de développement, ce qui malheureusement n'est pas tout à fait faux, puisque la France est en voie de tiers-mondisation. Voilà. Et surtout, la France n'a pas les moyens de se lancer dans une politique de subvention sans en avoir aucun retour. Oui. Parce que je crois que c'est ça aussi chez Elon Musk et Donald Trump. L'idée, c'est si je donne, vous me redonnez en échange. Voilà. Et là... mais c'est le problème de la France, c'est d'ailleurs... Alors, c'est notre aide au développement, mais c'est l'aide qu'on donne à l'Union européenne. On donne de l'argent à l'Union européenne, à des pays comme les pays de l'Est, qui nous crachent au visage. Tout autant, certains disent, regardez, on donne de l'argent à l'Algérie, ils nous crachent au visage. Mais quand on donne de l'argent à la Pologne, et que la Pologne achète des F-16 américains, c'était Chirac qui avait mis les pieds dans le plat, ou que les pays de l'Est, si vous voulez, ont soutenu la guerre en Irak des États-Unis, en fait, pour chasser l'influence de la France de Mésopotamie, on donne de l'argent à nos pires adversaires. D'ailleurs, c'est une politique générale de l'État, puisque l'État en France donne de l'argent aux médias. Moi, par exemple, comme vous d'ailleurs, nous sommes taxés pour financer des journaux qui sont totalement déficitaires parce que les gens ne les achètent plus, qui sont des propriétés de milliardaires, et on leur donne quand même de l'argent. Et dans ces journaux-là, on se fait continuellement, enfin, les personnes comme moi, ou sans doute comme vous, nous faisons constamment insulter ou ignorer. Voilà, il est extraordinaire. Vous voyez, le journal Le Monde, qui a touché je ne sais plus combien de millions d'euros, le journal Le Monde, à l'occasion du 5e anniversaire du Brexit, a organisé un débat uniquement avec des anti-Brexit. Voilà. Et des gens qui expliquaient que c'était la catastrophe au Royaume-Uni, ce qui est totalement faux. Enfin, c'est la catastrophe. Ils ont des gros problèmes mais qui n'ont rien à voir avec le Brexit, qui ont tout à voir avec la politique de Starmer, avec la politique de la gauche britannique. Mais on nous avait dit que le Royaume-Uni s'effondrerait, pas du tout. Les résultats macroéconomiques du Royaume-Uni sont pas géniaux, mais sont quand même meilleurs que ceux de la France. Mais par exemple, il n'y a pas eu de débat dans ce qui est, paraît-il, le journal de référence. Et moi, personne n'a songé à me passer un coup de fil pour me dire « Est-ce que vous voulez bien participer à un débat ?» J'aurais quand même eu quelques raisons, quelques titres à faire valoir, parce que ça fait quand même 18 ans que je milite pour la sortie de l'Union européenne. Bref, alors, je reviens à mon propos, c'est l'économie de Donald Trump. Il s'inscrit en effet dans le droit fil de ce qu'a fait Biden auparavant et de ses prédécesseurs, c'est-à-dire un affaiblissement structurel des économies en Europe.
Voilà, les États-Unis sont en train de profiter à plein de ce à quoi ils ont poussé l'Europe d'une façon extrêmement intelligente et très vicieuse, parce que notre pire adversaire, c'est les États-Unis d'Amérique. Ce sont eux qui ont fait et qui ont détruit Nord Stream. Ce sont eux qui ont poussé les États d'Europe, de l'Union européenne, à prendre des sanctions contre la Russie, à se couper des sources d'énergie, d'approvisionnement en énergie. À partir du moment, vous savez, c'est le président de Michelin qui a fait un discours il y a quelques jours devant le Sénat. Le prix de l'énergie en Europe est de très très loin, et 2 fois plus cher que le prix de l'énergie en Chine. Voilà. Et 50% de plus que l'énergie ou 40% de plus que l'énergie aux États-Unis. Donc, missa ita est, comme on dit en latin, la messe est dite. Ça veut dire que les entreprises, les grandes entreprises qui sont souvent très consommatrices d'électricité ou d'énergie, sont structurellement non compétitives. D'autant plus qu'il s'y ajoute alors des impôts, des taxes dans tous les domaines, plus des réglementations extraordinaires qui sont nationales et européennes. Donc voilà, donc ils sont en train de détruire l'économie européenne, et Trump n'est pas là pour sauver l'Europe, il est là au contraire pour attirer aux États-Unis les entreprises qui sont en train de péricliter en Union européenne. Puis même, il va même plus loin, parce que l'affaire du Groenland, par exemple, quand même, ça devrait rester dans les annales des cours de cynisme et de machiavélisme international. Parce que lorsque Trump dit qu'il veut mettre la main sur le Groenland, je vois qu'il y a notre égérie nationale, Madame Nathalie Loiseau, qui n'est jamais à court de sortir une imbécilité, et qui dit qu'il va falloir envoyer des troupes au Groenland contre les États-Unis. Le problème qu'elle ne sait pas, Madame Loiseau, c'est d'abord que le Groenland n'est pas un territoire de l'Union européenne. Il est sorti de la construction européenne en 1985. Donc, ce qui s'applique, c'est plutôt l'OTAN, mais pas la politique étrangère de sécurité et de défense de l'Union européenne. C'est au nom de l'OTAN que l'on pourrait protéger le Groenland. Mais le problème, c'est que l'OTAN et sous la houlette des États-Unis, qui en sont à la fois l'initiateur. C'est à Washington qu'ont été déposés les instruments de ratification du traité de l'Atlantique du 4 avril 1949. Et ce sont les États-Unis qui sont les plus grands pourvoyeurs de fonds. Bon. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, les Américains ont une base militaire à Thulé, au Groenland, justement. Donc en fait, et alors deuxième cerise sur le gâteau, c'est que les Européens se rendent compte qu'ils sont, excusez-moi le caractère familier du propos que je vais tenir, mais nous sommes à poil militairement, puisque déjà on n'a pas grand-chose en matière militaire, mais les Danois ont envoyé 28 avions F-16 ou je ne sais plus quoi en Ukraine. Ils n'ont plus d'avions. Et nous, on a envoyé nos canons César en Ukraine. Donc vous savez notre armée est extrêmement démunie. On a tout mis sur l'Ukraine. Donc les Américains, si vous prenez la hauteur de vue nécessaire, c'est assez génial. Ils ont dit allez-y les gars, allez, envoyez tout votre matériel militaire en Ukraine pour sauver la démocratie d'un type qui est un dictateur en fait, histoire de bien ruiner les économies européennes d'un côté, de bien nous fâcher avec la Russie de l'autre côté, et enfin maintenant de passer, comme il y a plus de la capacité de défendre le Groenland, de mettre la main sur le Groenland. Enfin, c'est vraiment, nous on a affaire aux Américains, parce que les États-Unis, il y a l'élection de Trump, il y a quand même les administrations, il y a quand même l'État profond. Il n'est pas totalement découpé de l'État profond américain, Donald Trump. Hein. Il est bien obligé de tenir compte. Et puis, sans compter que vous le soulignez, l'État profond américain dessert peut-être une partie des Américains dans la manière qu'il a d'installer des révolutions sociétales, mais sur le fond, l'État profond est là pour assurer la suprématie des États-Unis. Absolument. C'est ça, vous avez, je trouve, très bien résumé la situation. Ce que fait Donald Trump, et qui n'est pas négligeable, c'est qu'il donne un formidable coup de barre. Alors, je ne sais pas si on peut dire à droite ou de conservatisme, certains diraient plutôt de bon sens, en mettant un stop à toutes les dérives woke, LGBT, transgender, etc. Vous avez vu que tous les jours, on apprend, là, par exemple, il y a un décret qui interdit à des femmes transgenres de participer à des compétitions féminines, voilà, etc. Enfin, c'est une véritable révolution morale qui vient des États-Unis et qui, elle, va avoir un impact, je pense, très important sur l'évolution des civilisations européennes. Hein, parce que là, il y avait, je pense que c'est peut-être le point fondamental. Voilà. L'histoire dira quand même ce qu'il en restera dans 5, 10 ou 15 ans. On va voir. Hein, je prends souvent cet exemple.
au milieu du IVe siècle, cet empereur qui se situe à mi-chemin entre Constantin le Grand, qui, après la bataille du Pont-Milvius, se fait chrétien, vous savez, et il décide d'adopter la religion chrétienne. Et ça, c'est au début, c'est vers 302, quelque chose comme ça. Et puis à la fin du siècle, en 396, vous avez l'édit de Théodose, qui impose la religion chrétienne comme seule religion de l'Empire romain en plein déclin. Et entre les deux, vers 340, vous avez un empereur qui s'appelle Julien, et qu'on a appelé, que la postérité est écrite par des historiens paléochrétiens ont appelé Julien l'Apostat. C'est que Julien, il a voulu revenir aux religions païennes. Hein. Il a voulu rétablir le culte de Jupiter, de Junon, etc., face à cet effondrement de l'Empire romain, de toutes ces valeurs qui s'effondraient sous les coups de boutoir de cette religion nouvelle que Constantin, dont la mère, la princesse Hélène, était une chrétienne, que Constantin avait reconnu officiellement. Voilà. Alors, est-ce que Donald Trump sera le Julien l'Apostat, si vous voulez, c'est-à-dire est-ce que son héritage sera fugitif et en fait les civilisations occidentales ont vocation à s'effondrer dans une espèce de cataclysme, un peu comme la fin de l'Empire romain? Ou bien est-ce qu'il va au contraire complètement changer la donne et tirer un trait définitif sur la révolution qui est apparue, ce que nous on appelle mai 68, mais disons cette évolution sociétale, ces évolutions sociétales qui sont arrivées dans les années 60 et qui se sont imposées dans tout le monde occidental sous domination américaine.